Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommet. 48 pays du continent participent au sommet Afrique-Corée du Sud de la vice-présidente de la République du Bénin. Mariam Tchabi Talata Zimeyerima est à la tête de la délégation du Bénin. À cette rencontre ouverte ce mardi en présence des gouvernants. Un sommet qui tient à redynamiser les relations politiques et économiques entre ce pays d'Asie et l'Afrique. Ensuite, la tournée d'explication et de reddition de comptes entamée par le gouvernement depuis quelques jours se poursuit sur le terrain. Ce mardi, l'étape du département du Plateau a été enclenchée avec comme chef de délégation le ministre des Enseignements Martinel et Primet, Salimane Karimou. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis enfin, incroyable chute de l'arbre sacré devant la maison des Chachas. L'arbre s'est effondré dans la nuit du dimanche dernier dans des circonstances mystérieuses. Des polémiques enflent autour de la chute de cet arbre. Nous sommes allés voir et comprendre de plus près les réalités qui entourent la chute de cet arbre connu pour sa longévité. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez en image, la vice-présidente de la République du Bénin prend part au tout premier sommet Afrique-Corée du Sud de l'histoire. Mariam Tchabi Talata Zimeyerima est à la tête de la délégation du Bénin à cette rencontre ouverte ce mardi en présence des gouvernants de 48 pays du continent. Un sommet qui tient à redynamiser donc les relations politiques et économiques entre ce pays d'Asie et l'Afrique. La tournée d'explication et de reddition de comptes entamée par le gouvernement depuis quelques jours se poursuit sur le terrain. Ce mardi, l'étape du département du Plateau a été enclenchée avec comme chef de délégation le ministre des Enseignements Martinel et Primet, Salimane Karimou. Suivez ici le point des échanges avec les populations dans ce reportage. C'est à Pobé que la tournée gouvernementale d'explication et de reddition de comptes pour ce qui est du département du Plateau a été lancée par le ministre Salimane Karimou. L'exercice a consisté à apporter aux populations les vraies informations sur les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est Pobé à Diawéré, à peine 7 km. On faisait près de 35 à 40 minutes avant d'atteindre Diawéré. Aujourd'hui, regardez l'état. C'est ceux qui ont les yeux encore en forme, qui ne veulent pas voir, qui ne voient pas. Regardez notre voie inter-État. Ça a évolué. Il n'a pas cette commune du département où il n'a pas eu la touche de la rupture. Dans la marche du Bénin vers une autonomisation énergétique, la première centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de production de 25 MW a été réalisée et mise en service en 2022 à Iloulofi, ce qui permet d'alimenter un équivalent d'environ 440 000 foyers. On a vu les maternités qui sont transformées. Tous ceux qui sont ici peuvent dire déjà, dans tous les centres de santé de la commune de Pobé, on a rénové totalement les maternités. En langue nationale Nago, le ministre Salimane Karimou va expliquer aux populations qu'à travers ses nombreuses réalisations en matière d'eau, d'assainissement, de routes, de santé, d'éducation et de sécurité, Patrice Talon a mis l'humain au cœur de sa politique. Ceux qui sont venus écouter sont conquis et à Joseph Diogbenou de les envoyer en mission. Pour celles et ceux parmi vous qui sont membres des partis de la majorité présidentielle, le message n'est pas pour vous. Le message est à transmettre. Le message que vient de nous donner le ministre, chef de délégation, est un message destiné aux citoyens ordinaires. Et nous devons faire notre ce message. Ne gardons pas ce message pour nous. Nous devrions être sur le terrain en permanence, être fiers de ce qui est fait, sentir ce qui n'est pas fait, parce que tout n'est pas fait. Assurer les uns et les autres que ce qui n'est pas encore fait sera fait.
La tournée gouvernementale se poursuit dans le département du Plateau et la délégation conduite par le ministre Salimane Karimou sera prochainement dans les communes de Kétou, d'Ifanyi, de Sakété et d'Adjawéré. La composition des épreuves du certificat d'études primaires se poursuit à la suite de la deuxième journée des candidats, ainsi que les parents se disent satisfaits. Et pour faire le point du déroulement de cette deuxième journée, nos équipes, bien entendu, se sont rendues à Ouida, au complexe scolaire de Tové. Et voici les images. Deuxième journée de composition ici au complexe scolaire de Tové de Ouida. Il est 17h30 et les candidats à l'examen du certificat d'études primaires débordent de joie après les épreuves de cette journée. De plein gré, ils souhaitent tous nous raconter comment s'est déroulée cette deuxième journée de composition. Oui, on a bien travaillé en mathématiques. J'ai travaillé dans toutes les matières. J'ai fait la mathématique, dictée et dessin. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est bien passé dans les matières. Et j'ai pu travailler dans certaines matières. Au portail, les parents attendent impatiemment leurs enfants. Eux aussi se disent satisfaits des dispositions prises par les autorités pour assurer le bon déroulement de l'examen. D'abord, je tiens à remercier les autorités, surtout notre ministre Salimane Karim, qui a conjugué ses efforts avec ses équipes pour la tenue effective de cet examen 2024. Effectivement, les choses se sont bien déroulées et les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. J'ai d'abord une satisfaction du déroulement parce qu'il m'a dit que toutes les épreuves ont été un peu abordables et que c'est rassurant. Donc à la fin de la deuxième journée, et à l'arrivée à la maison, il va me faire également le point de la journée. Pour faciliter l'accès au centre de composition et réduire les cas d'accident en ces périodes d'examen, des agents sont déployés par le Centre national de sécurité routière pour aider les candidats dans la traversée de la voie. Les examens et devant l'école, il se trouve qu'il y a des motos, des voitures qui passent. Donc en ces périodes, il y a de l'influence devant l'école. Donc pour aider les enfants à traverser, nous sommes là. C'est une activité de la CNSS. Et nous sommes là les matins déjà à 7h, 6h45, on est là pour aider les enfants à traverser la voie risque et d'éviter les risques d'accidents et autres en ces périodes-là. En attendant les dernières épreuves consacrées au sport, plusieurs candidats se considèrent déjà comme admis et détenteurs de leur premier diplôme scolaire. Ils seront situés sur leur sort dans quelques semaines. Et sur les 256 968 candidats se trouve le jeune candidat Patrice Marie-François Ayi, bien entendu, que nous avons rencontré au centre de composition de l'école primaire publique de Ménantin. Bien entendu, il nous décrit sa journée pour une première expérience. Ayi Patrice François, 11 ans, prend part à l'examen du certificat d'études du premier cycle pour sa toute première fois. Très dégourdi, après les premières épreuves du premier jour, il se réjouit du déroulement de la composition. Selon lui, il a pu s'en sortir parce qu'il a pris ses dispositions très tôt. Je n'ai pas pu bien dormir à cause du stress. Je me suis réveillée à 4 heures et j'ai commencé par apprendre les leçons sur les sujets qu'on avait aujourd'hui. Après, quand 5 heures a sonné, j'ai décidé de me laver. Après m'être lavée, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai continué à apprendre jusqu'à l'heure précise de 6 heures. Le jeune Patrice Marie-François n'a négligé aucun détail. Malgré son jeune âge, il sait que seuls les cours bien révisés ne suffisent pas. C'est pourquoi, avant d'aborder les compositions, il est passé voir son grand-père. À 6 heures, je devais aller voir mon grand-père pour qu'il me donne des bénédictions. Après les bénédictions, je suis venue à l'école. J'ai commencé les épreuves. Ça s'est très bien passé.
Ce n'est qu'après cette étape des bénédictions qu'il s'est rendu ici à l'EPP Ménotin où il est classé par les autorités pour composer. La compréhension écrite, l'expression écrite et l'éducation scientifique et technologique sont les différentes épreuves affrontées par le jeune candidat en matinée. J'ai très bien travaillé dans toutes les matières. À la pause, le peu de temps que j'ai pris, je n'avais pas beaucoup faim. Donc, j'ai continué à apprendre les leçons des autres sujets. L'après-midi du jeune garçon s'est poursuivi en salle de composition. À nouveau, il sera soumis à plusieurs épreuves comme l'ES et l'EA. Dans l'ensemble, Patrice Marie-François s'est bien défendu à l'entame de cet examen. Mais tout n'est pas resté rose pour notre jeune ami, notamment pour la gestion du temps. Les difficultés que j'ai rencontrées, c'était au niveau de l'expression écrite. Ils ont sonné avant que j'ai fini. Donc j'ai rapidement créé une fin à l'expression écrite et j'ai continué à composer les autres épreuves. La phase écrite du CEP session de juin 2024, c'est mardi et demain mercredi. Patrice Marie-François reste concentré avec comme seul objectif décrocher son diplôme à l'annonce des résultats. Et pendant que les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires suivent le cours, certains parents sont présents aux alentours des centres de composition toute la journée durant. Dans le centre sillonné par nos équipes, le constat est fait. Et qu'est-ce qui justifie ou motive ce choix fait par bon nombre de parents? Éléments de réponse dans ce reportage de Estée Tofa, Jocelyn Barriga. Certains sont assis à même le sol, d'autres sur leur moto et quelques-uns dans leur véhicule. Ces parents d'élèves attendent avec patience la fin des épreuves de cette journée. Ils sont ici depuis 7 heures. Mais quand tu as un enfant qui va à l'examen, c'est naturel, c'est comme si c'est les parents qui vont à l'examen. Tu es plus angoissé que même les enfants qui vont à l'examen. Nous sommes venus pour, au fait, les encourager. À midi, leur donner à manger pour qu'elles ne mangent pas de n'importe quoi. En ce moment précis, on aimerait faire le plaisir à eux. Parce que ce que les bonnes dames font, c'est la meilleure des choses. Mais on pourrait prendre soin d'eux-mêmes, c'est pour qu'on emmène le manger de la maison. Oui, sa maman, elle est occupée. Donc c'est pour cela, moi je suis là. Et à sa sortie, je lui paye à manger normalement. L'alimentation des enfants n'est pas le seul motif de la présence de ces parents aux alentours des centres de composition toute la journée durant. Ils y sont également pour remonter le moral à ces candidats et prendre soin d'eux. Quand ils sortent et nous voient, ils couvrent nous. Tout ça joue sur le mental et leur permet de mieux travailler. Quand ils finissent de manger, on leur demande comment ça s'est passé. On leur donne des conseils par la suite. Il faut prendre soin de sa progéniture. Nos parents n'avaient pas cette culture, mais les choses ont changé. Tel que tu t'occupes de ton enfant aujourd'hui, il va s'occuper de toi demain. Loin d'être de la surprotection pour les parents rencontrés, être au petit soin de son enfant candidat à un examen est un impératif. Aucun sacrifice ne serait assez grand pour son enfant, ont-ils laissé entendre. Je vous l'annonçais en titre, incroyable chute de l'arbre sacré devant la maison des Chachars. L'arbre s'est effondré dans la nuit du dimanche dernier dans des circonstances mystérieuses. Des polémiques enflent autour de la chute de cet arbre. Nous sommes allés voir et comprendre de plus près les réalités qui entourent la chute de cet arbre connu pour sa longévité. Voici les images. Le voici couché sur les pavés. Cet arbre sacré de Ouida, vieux de plus de 300 ans, est ici allongé sur la place Chacha, récemment baptisée place aux enchères, en raison du commerce des esclaves qui s'y développait. On a été surpris depuis avant-hier et ça donne à réfléchir.
Nous nous sommes concertés. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un incident annonciateur. Ça peut avoir de bonnes idées, mais là, ce que nous avons vu physiquement, ce n'est pas bon. Il y a eu pluie à partir de 9h jusqu'à midi par là, avec un grand vent. Mais rien ne s'est produit. Là, rien ne s'est produit. Ce n'est pas à cause de la pluie. On ne peut pas dire que c'est la pluie qui l'a fait tomber. Non, non, non. Ce n'était pas tombé au moment de la pluie. Non. C'est à 23h, au-delà de 23h, que l'arbre est tombé. Le mystère est entier dans la ville de Ouida. Sans pluie et sans vent violent, l'arbre s'est fendu en deux le long de son tronc et a même repoussé une bonne partie de ses racines hors du sol. Un présage pas du tout rassurant pour les dignitaires, même s'ils attendent la consultation de l'oracle pour en savoir davantage. L'arbre est fendu en deux. La branche, un côté de la branche est tombé sur le portail même du palais Singoumé et l'autre aile que vous voyez, ça prend la direction de la plage. Ce que nous avons vu, vraiment, c'est miraculeux. Ati jai boy na foye sunu ati jai me yo boy na mo ati boy na ro ye ja ati yo ti ko na dogbe yo e do na mo chacha hunto o chacha sa me na mo ko na mo henu gan ton le me do vodun ton le be na jijan mana ze forte. Le chef du culte, les divinités qui se manifestent au niveau de Dantinsa, si je vais parler en tel vulgaire, c'est Dadaguno, suivi de Wekeno, Galono et autres. Donc, ce n'est pas n'importe qui viendra seulement diriger les manifestations là. Depuis la chute de l'arbre au quartier Adjido, dans la commune de Ouida, les consultations et les concertations entre dignitaires se multiplient. Mais certains points semblent ne pas encore recueillir l'approbation de tous. Dans la suite de cette édition, les jeunes leaders du Septentrion engagés dans la promotion de la paix et la cohésion sociale dans les zones d'intervention du projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin, mis en œuvre par l'UNICEF et Afrique EduTech, ont reçu le samedi dernier à Nati Tengou des grants de 500 000 francs CFA. Ces subventions leur permettront de mener des actions, bien entendu, de sensibilisation pour la paix dans leur communauté respective. La cérémonie de remise intervient après 3 jours de formation de ces jeunes sur la paix. A été rehaussée, bien entendu, par la présence du chef bureau par intérim de l'UNICEF à Nati Tengou, Alassane Arona. Après 3 jours de formation au profit de ces jeunes leaders du Septentrion sur des thèmes divers et variés, en lien avec la paix et la cohésion sociale, dans les zones d'intervention du projet Jeunes pour la paix au nord du Bénin, un projet mis en œuvre par Afrique EduTech et l'UNICEF, voici ces jeunes désormais aguerris, prêts à mener des actions de sensibilisation sur le terrain en vue de renforcer le vivre ensemble dans leurs communautés respectives. Pour s'auto-évaluer et devant leurs formateurs, ils ont présenté des sketchs très édifiants sur divers thèmes, dont celui relatif à la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il est fou, il dit la vérité. Il dit la vérité. Et pour ne pas prendre position, pour vexer l'un des deux côtés, si c'est que vous maîtrisez le code pastoral, ces problèmes-là ne seront pas arrivés. Comme leçon de moralité,
je vais demander à ce qu'on évite la consommation des stupéfiants. Des mises en scène révélatrices de leur vécu quotidien qui leur serviront de courroie de transmission des messages de paix. Et pour réussir leurs activités de terrain, l'UNICEF et Afrique EduTech, sur financement de l'Union européenne, mettent à leur disposition des grants de 500 000 francs CFA. C'est une occasion, je pense, inédite que vous devez saisir. Et saisir cette opportunité, vos jeunes YouReporters, parce que je sais que la communauté YouReporter est impliquée pour ces grants. Je sais également que les communautés agro-pastorales sont impliquées. Il y a aussi des associations ici présentes qui vont recevoir aussi ces grants. L'idée, à travers tous ces outils qu'on vient de vous faire connaître au cours de ces 3 jours de formation, c'est de pouvoir utiliser ces outils pour que ces grants soient bien gérés dans vos communautés respectives. Au total, 10 associations, dont 2 communautés agro-pastorales et 8 communautés YouReport, sont directement impactées par ces subventions. Très affectés par ce geste, les bénéficiaires témoignent toute leur gratitude aux bailleurs. Nous venons aujourd'hui de recevoir un grant de 500 000 francs pour mener des activités dans notre commune. Moi, je suis particulièrement très heureuse et je remercie l'Union européenne qui, à travers l'UNICEF, nous a permis de pouvoir mener à bien nos activités. Désormais médiateurs et ambassadeurs de la paix dans leurs communautés respectives, ces jeunes entendent relever les défis fixés par le projet. L'édition 2024 du Festival culturel Sosi Palais s'annonce avec beaucoup de nouveautés. Elle se déroule du 12 au 16 juin à Djougou, mais l'activité phare du festival est la danse des chevaux qui aura lieu dans la commune de Waké. Ce festival riche en activités représente un rendez-vous pour les acteurs de la culture. Voici les détails. La phase préparatoire du Festival culturel du département de la Donga Sosi Palais 9e édition est activée. Des concerts, des compétitions de danse de chevaux et plusieurs activités sont au menu. Sosi Palais, c'est en langue lopa. Langue lopa qui veut dire danse traditionnelle, danse rituelle, danse cérémoniale, danse typique. Donc c'est un festival qui fait la promotion de tout ce qui est typique, tout ce qui est endogène. Donc, ce festival est né à travers un constat, comme j'ai l'habitude de le dire, dans tout le Bénin, il y a des festivals dans les localités. Mais ma localité, la Donga, j'ai constaté qu'il n'y avait pas un festival digne de ce nom. C'est de là qu'on a décidé de créer ce festival au nom de Sosi Palais. Créé en 2013, le festival a connu quelques années d'hibernation avant de faire son comeback en 2022. Contrairement à ses premières éditions où il se tenait uniquement à Djougou, cette année, la commune de Waké abrite l'activité phare. Chaque année, il y a de nouveautés. L'organisation à Waké cette année, ça fait partie des nouveautés. La deuxième nouveauté de cette année, c'est un grand concert de clôture avec un artiste de renom que vous connaissez très bien ici. Sosi Palais a pour partenaire officiel la Société industrielle d'acier du Bénin, Celtis et d'autres structures. Étant donné que notre entreprise n'est pas qu'une entreprise du sud, du centre, c'est également une entreprise qui interagit pour le compte de toutes les communautés, tous les habitants du Bénin, parce que nous avons à cœur de mettre à disposition des matériaux de construction dérivés d'acier à toute la population béninoise. Étant donné que nous avons affaire à l'un des plus gros événements que nous sommes très fiers d'accompagner au Nord, nous nous sommes repositionnés pour cette 3e édition. En attendant le jour J, les organisateurs du festival lancent un appel aux sponsors pour sa pérennité et la réussite de la 9e édition. L'événement se tient du 12 au 16 juin 2024 à la place de l'Indépendance de Djougou.
Et pour finir, le sport, l'économie du sport est au cœur d'un colloque international qui se tient depuis ce 4 juin 2024 à Cotonou. La rencontre intitulée French Sport Day Bénin est une initiative de Business France en partenariat avec l'ambassade de France et le ministère béninois des Sports. Elle permettra aux différentes institutions sportives du Bénin de tisser des relations avec celles de la France pour le développement et la professionnalisation du sport au Bénin. Les détails avec Ali Moumouni. De plus en plus, le sport béninois connaît une métamorphose. Le premier pas, c'est la professionnalisation de plusieurs disciplines et la construction d'infrastructures. Mais face aux multiples exigences de la filière, les institutions béninoises vont aujourd'hui à l'école du modèle français. À travers le French Sport Day Bénin, une dizaine d'entreprises françaises sont mobilisées pour le partage d'expériences. Je pense que le Bénin a beaucoup à apprendre. Et on a beaucoup à apprendre aussi de vous, entreprises qui venez au Bénin. Par contre, il faut que ce partenariat, cet échange, soit fait de manière gagnante-gagnante. C'est-à-dire, quand vous pensez venir au Bénin, pensez aussi au transfert de compétences. Pensez à comment on met les choses en place, mais pas des choses que quand vous partez, les choses s'abîment. Comment forment les Béninois, comment, lorsque vous n'êtes plus là, les acteurs béninois peuvent continuer à l'idée de leur projet, peuvent continuer à mettre leur stade aux normes, etc., etc. Le but, c'est de favoriser le partenariat entre les institutions béninoises et celles de France. Et pour ce faire, plusieurs communications sont déroulées pour présenter d'une part les avantages de l'écosystème des affaires au Bénin et d'autre part les besoins au plan national pour favoriser le développement du sport. Le Bénin sort du lot, enfin, dans tout secteur confondu par rapport à son potentiel d'investissement pour les entreprises françaises. Donc il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par la présidence actuelle, beaucoup d'initiatives, on l'a vu par rapport à un partenaire qui est l'APIEX, par rapport à une zone industrielle comme GloJB. Donc ça c'est vraiment sur la carte des autorités françaises, donc c'est un message qu'on porte collectivement avec nos partenaires béninois auprès des entreprises françaises. Avec les subventions de l'État, les acteurs sportifs, clubs et fédérations ont déjà le minimum pour exécuter leur plan d'action. Aujourd'hui, la question qui préoccupe davantage, c'est la rentabilité des investissements. Les attentes de la Fédération béninoise d'athlétisme, c'est d'abord le défi de la professionnalisation de l'athlétisme et un sport individuel. Comment ça se fait sous les tropiques? Comment on peut davantage valoriser l'athlétisme? C'est un sport complètement naturel. Comment on peut impacter plus de monde pour amener les populations à pratiquer et créer de véritables références? Le Bénin, par exemple, il a qualifié par exemple au JO. Le Bénin a des sportifs du rang mondial. Ce n'est pas suffisamment valorisé. On ne communique pas suffisamment là-dessus. Et on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Comment il faut créer l'impact de votre structure, de ce que nous faisons sur une grosse partie de la population et qui est vendable à des personnes qui ont besoin d'être visibles et donc d'accompagner et qui veulent juste une visibilité. Voilà, vous voyez, donc ceux-là vont nous apporter ces expertises et ils pourront nous accompagner dans un partenariat qu'on mettra en place avec eux. Donc pour nous, c'est créer la richesse, désormais. Et on était déjà dans cette logique, mais il fallait d'abord mettre en place toutes les structures qu'il faut. Les travaux de ce colloque French Sport Day Bénin s'étendent sur 48 heures. En dehors des panels animés par des experts, les entreprises françaises invitées vont aussi présenter des pitchs sur leurs différents services. Cette rencontre est une initiative de Business France qui est accompagnée par le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin. Et c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.